Comment les intelligences artificielles ou encore les réseaux sociaux influencent l'enseignement? Quels avantages et quels inconvénients pour les élèves et pour les enseignants? Bienvenue dans Métaphénois. Aujourd'hui, on est à l'INSPE pour l'événement Ludovia, consacré à l'innovation pédagogique. C'est parti. Yorana et Mata, Yorana, tu es enseignante, on est donc ici avec toi à l'INSPE pour Ludovia. C'est un événement consacré à l'innovation pédagogique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ça fait combien d'éditions et c'est quoi l'objectif de Ludovia? alors Ludovia, à la base, c'est une université d'été en métropole. Ici, il s'agit de la 8e édition. Et donc, c'est une déclinaison de ce qui se passe en métropole. Et l'idée est d'offrir un endroit pour que les enseignants puissent se rassembler autour du numérique et collaborer et pourquoi pas s'inspirer des démarches des autres collègues. J'imagine qu'il y a eu beaucoup d'évolutions ces dernières années dans les usages du numérique dans l'enseignement. Ça a été quoi les grosses évolutions? Alors, la principale évolution depuis l'année dernière, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle générative. Et en Polynésie, on a l'ENT qui est arrivé, Environnement numérique de travail. C'est une plateforme qui reste à l'intérieur d'un établissement et qui permet aux professeurs de collaborer ensemble ou de communiquer avec les familles. Et dedans, il y a notamment ce que les gens connaissent, Pronote. Ok, bah écoute, merci beaucoup. On va aller voir Ludovia tout de suite. Merci. Yorana Grégory, alors Bonjour. tu es enseignant et formateur de la DG2E pour le premier degré, c'est ça? Alors, comment est-ce que l'IA est utilisée déjà par les enseignants et de quelle manière en classe? Depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle à destination du grand public, en fait, les enseignants vont avoir des usages assez divers. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir l'utiliser pour préparer leurs cours, comme assistant, un petit peu assistant d'enseignant. Ils vont l'utiliser pour des fois trouver des pistes de remédiation aux évaluations. Mais là, on a vu quelques usages très intéressants de génération, par exemple, de support pour les élèves qui font gagner du temps à l'enseignant. Après, au niveau du second degré, il va y avoir des usages avec les élèves où là, l'intelligence artificielle va pouvoir être utilisée pour générer des images, générer du code dans certaines classes. C'est un usage qui se fait principalement côté enseignant, donc pour créer des supports, des choses un peu interactives, plus que côté élève. Dans le premier degré, l'année dernière, nous avons mené quelques expérimentations pour voir quelle serait la plus-value de l'usage de l'intelligence artificielle avec les élèves. Nos conclusions à la fin de cette expérimentation correspondaient avec la sortie du cadre d'usage de l'IA en éducation. C'est-à-dire qu'on ne suggère pas d'utilisation par les élèves, parce que d'abord, créer un compte suggère d'avoir au minimum 13 ans, donc voilà, on est hors cadre. Et bon, d'autres problématiques qui vont avec l'usage d'une machine virtuelle, on va dire. Et donc on sera plus tourné vers des outils où il y a de l'intelligence artificielle intégrée, c'est-à-dire où l'élève ne va pas interagir avec l'intelligence artificielle, mais qu'elle va agir dans le parcours qu'elle va proposer à l'élève en fait. Donc il y a de l'intelligence artificielle en back-off, on va dire. Une autre question, je pense que plein de gens se la posent, notamment les enseignants, plutôt dans le second degré du coup. Oui. Quand on donne par exemple un devoir maison, comment est-ce qu'on peut s'assurer que les élèves ne vont pas tout rédiger avec l'intelligence artificielle? C'est vrai que l'arrivée de l'intelligence artificielle a fait remonter cette préoccupation. Mais bon, après, c'est un petit peu, entre guillemets, ça n'est pas un faux problème, mais c'est un problème qui existait déjà.
parce que les élèves allaient déjà sur Internet pour aller trouver des réponses, faire des recherches, oui, mais il y avait souvent du copier-coller. Donc cette problématique était déjà existante. Et bon, elle est revenue sur le devant de la scène avec l'intelligence artificielle qui va simuler jusqu'au bout du langage humain. Et voilà. Donc ce n'est pas une problématique nouvelle. Par contre, pour faire avec cette problématique, certains établissements ont mis en place une politique de suppression des devoirs maison notés, de manière à pouvoir garder les moments d'évaluation où les professeurs sont sûrs que c'est bien la production de l'élève. Merci beaucoup Grégory. Merci. Johanna Séverine, Bonjour. tu es professeure des universités dans l'Hexagone et tu es professeure en psychologie du numérique et invitée de Ludovia cette année. Donc, tu animes une conférence sur les adolescents et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on trouve un petit peu de tout, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok, que les plus jeunes adorent. Il y a même de l'information. Est-ce que les réseaux sociaux peuvent être finalement un outil d'apprentissage selon toi ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on se base beaucoup sur le dispositif réseaux sociaux qu'on incrimine effectivement de problèmes liés à la santé mentale des jeunes. Néanmoins, il faut comprendre que dans les réseaux sociaux, c'est plus la manière dont on les utilise en fait qui va jouer. Et en particulier les réseaux sociaux. Et c'est vrai que moi j'ai travaillé sur le rapport de l'ANSES qui pointait les problématiques que pouvaient poser les réseaux sociaux, mais il y a aussi des bénéfices. Donc tu parles de pratiques informationnelles parfaites. Effectivement, ça permet de s'informer. Ça permet aussi d'obtenir du soutien social et aussi de communiquer avec ses pairs, PIRS, c'est-à-dire les autres, si c'est des ados, avec les autres adolescents. Et pouvoir aussi, les réseaux sociaux, ils participent aussi à l'affirmation de soi. Mais effectivement, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire les plateformes auxquelles les jeunes sont confrontés aujourd'hui, on a des problèmes dans la manière dont les designs sont proposés parce qu'ils jouent en fait beaucoup sur des biais cognitifs, sur la prédation de l'attention. Et ça, c'est pas forcément bon pour les jeunes. Et qu'est-ce que tu penses de l'interdiction des réseaux sociaux aux plus jeunes ? Alors pour moi, même si c'est très séduisant pour les parents, pour moi, en fait, cette disposition, elle n'est pas à la hauteur des enjeux, des problèmes posés par les réseaux sociaux. Par exemple, à 15 ans et un jour, qu'est-ce qu'il va advenir d'un jeune qui va atterrir sur les réseaux sociaux, sur des systèmes qui vont demeurer tout aussi problématiques et prédateurs ? Et en plus, en n'ayant probablement pas assez d'éducation à ce type de dispositif. En plus, cette interdiction, et ça on commence à le voir, à avoir des retours de l'Australie, elle a été largement contournée par les adolescents australiens, notamment à partir de VPN. Certains ont joué avec les systèmes d'identification de l'âge et ont réussi à les tromper aussi. On voit des manières aussi d'utiliser l'IA pour tromper en fait les dispositifs d'identification. Et aussi, d'autres jeunes sont partis sur d'autres réseaux sociaux qui ne sont pas concernés par l'interdiction. Donc pour moi, même si effectivement ça pourrait aider les parents, le plus grand enjeu et la meilleure solution en fait pour pouvoir se sortir de ce problème des réseaux sociaux, c'est amener d'une part plus d'éducation aux médias. Il faut que les jeunes comprennent dans quel système ils sont, ce qu'est l'économie de l'attention, comment ça fonctionne et comment ils vont se nourrir en fait de l'attention qu'ils vont consacrer à ces dispositifs. D'autre part, il y a un fort besoin de régulation des réseaux sociaux et ça c'est très important que collectivement, donc je parle des politiques mais aussi de nous tous, de la société, on pousse pour avoir en fait des réseaux sociaux qui soient plus vertueux et qui ne nuisent pas à la santé mentale de l'ensemble de la population. Comme je le disais, quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire et qui va sur Instagram et qui voit toute la journée des contenus autour de l'image corporelle et qui a 15 ans et un jour, qui va protéger en fait cette personne face à ces contenus délétères. Une question sur l'utilisation des intelligences artificielles. Aujourd'hui, tout le monde utilise un peu beaucoup ChatGPT, Gemini ou d'autres. Est-ce qu'on n'en vient pas finalement à arrêter de réfléchir, et en particulier du côté des apprenants, des plus jeunes ? Alors, sur la question des intelligences artificielles, aujourd'hui, c'est un gros débat, c'est comment on les utilise. Aujourd'hui, on voit une énorme disparité entre
les jeunes et leur utilisation massive en fait, de l'intelligence artificielle. Je crois qu'à partir du lycée, ils sont autour de 90% à utiliser l'intelligence artificielle au moins une fois par mois. Et les plus âgés, et en particulier les enseignants, qui eux sont nettement moins nombreux, si mes souvenirs sont bons, on est autour de 20%. Donc déjà, il y a un écart énorme. Et en fait, ces jeunes, ils ont pris possession de cet outil. Donc on voit aujourd'hui que même chez les adultes, cette courbe de prise de possession, elle augmente aussi très vite, mais sans forcément avoir compris exactement comment ça fonctionnait et les risques que ça pouvait poser, et le fait en fait de les utiliser correctement aussi. Aujourd'hui, ils ne sont pas formés à l'utilisation correcte de l'IA. Ce qui se passe, c'est qu'on constate, et les enseignants constatent, que les jeunes utilisent les intelligences artificielles pour faire les devoirs à la place d'eux. S'ils utilisent l'intelligence artificielle pour faire à la place d'eux, ils créent ce qu'on appelle une dette cognitive, c'est-à-dire qu'ils n'investissent pas cognitivement la tâche, et ça ne les aide pas à apprendre et à être meilleurs en termes de performance d'apprentissage. Donc finalement, comme disait Grégory tout à l'heure, la solution c'est pour les enseignants, c'est d'interdire finalement les devoirs maison ou tout ce qui se ferait, qui ne serait pas sous contrôle sur table, voilà. Alors ça, c'est la première solution. Effectivement, on voit même dans les universités françaises, on commence à interdire en fait les dossiers parce qu'on n'est plus très sûr de ce qu'on obtient. Mais on donne beaucoup plus de poids à l'oral. C'est notre manière un peu de se défendre face à ça. Mais après, il faut aussi, et c'est pas évident, mais je pense qu'il va falloir se saisir, nous, en tant qu'enseignants, de cet outil, puisque je suis aussi enseignante, pour les amener à faire des travaux et pas être simplement dans une utilisation très passive. De demander à des élèves aujourd'hui de faire un truc et de ne pas leur dire comment utiliser correctement l'intelligence artificielle s'ils ont le droit de le faire, je pense qu'effectivement, ça va mener à des comportements où ils vont faire à la place d'eux et du coup, ça va leur nuire. Je te propose pour terminer un petit quiz. Donc je vais te donner 3 affirmations et tu devras me répondre vrai ou faux et puis nous expliquer pourquoi. Alors première affirmation, les adolescents d'aujourd'hui étant digital natives sont devenus capables de réviser efficacement tout en répondant à des notifications TikTok et Instagram, donc faire plusieurs choses en même temps. C'est faux. Donc le mythe du digital native, on a eu énormément en fait d'articles de journaux qui ont expliqué que les jeunes étaient capables de faire 2 choses en même temps, sauf que ça reste en fait des êtres humains. On a tous globalement les mêmes capacités cognitives. Et notre mémoire qui gère les apprentissages, elle est limitée. Et ces jeunes-là, pendant très longtemps, on s'est dit, oui, ils sont nés dans le numérique, ils sont capables de tout faire. Non, ils ont en fait les mêmes limites que leurs parents. Et du coup, quand ils sont en train de gérer des notifications en même temps qu'ils sont en train de faire leurs devoirs, clairement, ils sont peu efficaces en termes d'apprentissage, ils mettent énormément de temps à faire les devoirs et ils se fatiguent aussi énormément. Et ça, c'est pas bon pour eux, globalement, pour leur capacité à apprendre ensuite, mais aussi pour leur santé mentale. Deuxième affirmation, utiliser une IA comme ChatGPT pour rédiger un devoir diminue systématiquement le niveau d'intelligence de l'élève. Alors, je ne dirais pas intelligence, parce que ça voudrait dire que finalement, on a une diminution de l'intelligence liée à l'usage de l'intelligence artificielle, ce qui aujourd'hui n'est accrédité par aucune étude. Néanmoins, quand on utilise l'intelligence artificielle pour faire à la place d'eux, on est moins bon en termes de performance, et donc ça sollicite moins nos performances cognitives. Donc on attend d'avoir plus de recul pour parler de diminution de l'intelligence. Dernière affirmation. À cause des réseaux sociaux et des vidéos courtes, la durée d'attention de l'être humain est tombée à 8 secondes, soit moins que celle d'un poisson rouge. Alors c'est encore un neuromythe. En fait, il y a une grande méta-analyse qui est sortie en 2024 qui a essayé d'évaluer si finalement le niveau de concentration humain avait tendance à descendre, à être plus faible que les générations précédentes. Et ce que montre cette méta-analyse, c'est qu'en fait, il n'y a pas de diminution de la capacité de concentration. Par contre, il faut comprendre qu'on est dans un monde où la distraction est permanente. Vous avez par exemple ton téléphone, tu pourrais recevoir une notification et ça te perturberait dans le cours de ton interview. Les enfants déjà, ils sont aussi soumis à ça et les apprenants, les élèves, ils sont soumis à ça et effectivement, ils sont peut-être un peu plus distractibles. Et après, dans cette méta-analyse, ce qui est intéressant, elle montre aussi que le niveau d'impulsivité, c'est-à-dire la capacité à s'empêcher de faire quelque chose, en particulier chez les enfants, elle a tendance à diminuer. Mais on ne sait pas très bien d'où ça vient. Ça peut être des nouveaux usages éducatifs des parents,
comme lié aussi à l'ensemble en fait, des sollicitations permanentes. Mais ça, il faut plus d'études pour pouvoir le montrer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous d'avoir suivi ce numéro de Métafénois. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez connectés.